Ça commence à faire du bien de voir la Russie perdre aussi lamentablement. En 2026, la dynamique a totalement changé. Bien sûr, la Russie essaie toujours de pousser, elle essaie, mais elle échoue. Ce que nous voyons maintenant, c'est que la Russie perd plus vite que jamais auparavant. C'est stupéfiant. 16 fois plus vite, alors que l'offensive du printemps-été est presque stoppée, et que l'Ukraine inflige toujours des pertes. Poutine ne peut pas se permettre de continuer ainsi beaucoup plus longtemps. La Russie est déjà à son point de rupture, mais la grande question demeure. Pourquoi Poutine sacrifie-t-il autant de soldats pour si peu? Vous le découvrirez bientôt. D'abord, quelques chiffres. Dans son analyse de la campagne offensive russe du 1er juillet, l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISWFO, a révélé que la Russie avait tellement échoué à atteindre des objectifs opérationnels significatifs lors de son offensive de juin qu'elle n'a réussi à capturer que 30,43 km² de l'Ukraine. C'est une bonne nouvelle pour Poutine. La Russie est de nouveau dans le vert. Ce résultat intervient après 2 mois, durant lesquels la Russie a subi des pertes nettes de territoire, alors qu'une contre-offensive ukrainienne fulgurante a libéré des territoires dans plusieurs régions clés. Mais d'un autre côté, ce n'est que 30 km². Et comparé à ce que la Russie a accompli en juin 2025, c'est une quantité dérisoire. Même les gains de la Russie de 481 km² il y a 1 an sont plutôt dérisoires. C'est presque rien face à l'offensive massive de l'époque. Mais ce que nous avons vu en juin 2026 est bien pire, 16 fois pire en fait. Cela montre à quel point la Russie a gagné moins de territoire en juin 2026 que pendant le même mois l'année dernière. Et cela montre bien une offensive russe en échec, stoppée avant même d'avoir commencé par l'Ukraine. Mais cela empire, bien pire encore. Nous avons dit que la Russie perd son élan offensif 16 fois plus vite que l'an dernier. Que voulons-nous dire ? La réponse réside dans un mélange de retard prolongé et de pertes en forte hausse. Selon les données de l'Institute for the Study of War, l'avancée territoriale de la Russie a ralenti de façon stupéfiante, 16 fois plus lentement. Mais voici le vrai coup dur. Alors que leur progression s'est pratiquement arrêtée, cela leur coûte 16 fois plus de sang pour chaque kilomètre qu'ils parviennent à conquérir. En juin 2025, la Russie perdait en moyenne 68 soldats pour chaque kilomètre² qu'elle capturait. Mais en juin 2026, malgré des pertes stupéfiantes de 39 490 soldats, ils n'ont quasiment gagné aucun terrain, ce qui signifie qu'ils perdent désormais un nombre record de 1298 soldats par km². Poutine essaie toujours d'échanger du sang contre des terres, mais l'Ukraine a multiplié le prix par 19 sur une offensive qui avance, 16 fois plus lentement. C'est de la folie. Ce n'est certainement pas tenable, et ce n'est pas comme si la Russie avait sacrifié tous ses soldats pour se rapprocher d'une percée. L'ISWE souligne que la majorité des avancées russes en 2026 jusqu'à présent ont eu lieu à Konstantinivka, qui constitue le point d'ancrage sud de la redoutable ceinture de forteresse de Donetsk. Les gains dans cette ville représentaient 77% de tout ce que la Russie a réussi à prendre lors de sa pathétique campagne de juin. Et en comptant les infiltrés, la Russie a des troupes au sol dans 37% de la ville. Le pourcentage baisse nettement si l'on exclut les infiltrés et ne considère que les zones réellement contrôlées par la Russie. La Russie est entrée pour la première fois à Konstantinivka en octobre 2025. Environ 9 mois de combat ont permis de prendre au mieux un tiers de la ville. Mais tout cela signifie que la Russie est essentiellement coincée dans une impasse à l'extrémité sud de la ceinture de forteresse, et elle a payé un prix énorme en vies humaines rien que pour atteindre cette position. Poutine sera furieux. Il avait fixé une date limite à septembre 2026 pour l'effondrement de toute la ceinture de forteresse, et pourtant ses soldats peinent encore dans l'une des 4 villes qui composent cette ceinture, et ils avancent à peine dans cette ville. Poutine pense avoir une solution à tout cela. Ce délai de septembre, il le repousse au 31 décembre. Ça suffira sûrement, n'est-ce pas, Poutine ? Encore quelques mois pour une armée avançant si lentement qu'elle ferait honte à un paresseux, devant pourtant accélérer pour faire tomber toute la ceinture de forteresse en 6 mois. Il n'y a qu'un seul mot pour ça, insensé. Mais bon, ce n'est que le 15e report de la date limite pour Donetsk. Jésus-Christ, Poutine, tu as fixé 5 de ces échéances, en 2022-2, en 2023-2, en 2024 et encore 3 en 2025. Maintenant, tu en as ajouté 3 en 2026 après avoir dit le 31 mars et le 1er septembre. N'importe qui d'autre aurait vu ce taux d'échec et compris que Donetsk est difficile à prendre et que les délais de Poutine ne signifient rien. Concernant l'Ukraine,
Elle accentue chaque échec russe par une campagne de frappe qui aggrave la situation de Moscou. Cette campagne, qui a vu l'Ukraine accélérer ses frappes en profondeur sur le territoire russe et introduire des frappes de moyenne portées dans son arsenal, en 2026 cause d'énormes dégâts à l'appareil qui soutient les efforts russes pour progresser. Encore une fois, les chiffres pour le mois de juin sont énormes. Nous avons vu l'Ukraine réaliser 303 frappes de moyenne portées contre des cibles russes en juin, soit 93 de plus qu'en mai. La Russie a perdu 12 867 véhicules de ravitaillement en carburant et citernes de carburant au cours du mois, soit 4 fois plus qu'en juin 2025, ainsi que 2053 systèmes d'artillerie contre 1243 en juin 2025. Dans les territoires occupés, la logistique russe est perturbée, épuisant les troupes de première ligne qui peinent à réaliser des avancées. En Russie même, le mois de juin a vu l'Ukraine frapper des infrastructures pétrolières et des cibles militaires dans 41 territoires fédéraux russes différents, y compris à Moscou. De nombreux territoires connaissent des pénuries de carburant, tout comme la Crimée, isolée du continent russe et de l'Ukraine occupée lors d'une campagne visant à expulser définitivement les occupants de la péninsule annexée illégalement. Voilà à quoi ressemble réellement 2026 pour Poutine et son invasion de l'Ukraine. Un rythme d'avancée lamentable en Ukraine, et un pays en feu parce que l'Ukraine a développé une capacité que Poutine avait, avec arrogance, supposé qu'elle n'aurait jamais. Quand on touche le fond, il ne reste qu'à remonter, non ? Poutine, tu crois déjà avoir touché le fond ? Oui, d'une façon ou d'une autre, la situation devient encore plus grave pour la Russie que ce qu'on a déjà montré. Dans un rapport du 1er juillet, le Center for Strategic and International Studies, CSIS, a révélé que les coûts humains et financiers de la guerre de Poutine contre l'Ukraine explosent et deviennent incontrôlables. Tout cela survient alors que l'offensive russe est désormais l'une des plus lentes du dernier siècle de guerre. Le CSIS indique que la Russie a subi environ 1 400 000 pertes dans une campagne qui n'a permis de prendre qu'environ 20% du territoire ukrainien. La majorité de ces gains ont été obtenus au début de la guerre, le chiffre de 20%, incluant aussi la Crimée, volée par la Russie en 2014. Sur les 1,4 million de pertes, jusqu'à 450 000 seraient ce que le CSIS appelle des pertes irréversibles, ce qui signifie qu'ils ont été tués au combat. De nombreux blessés ne pourront plus reprendre le combat dans un rôle utile. Selon le CSIS, ce type de chiffre est sans précédent dans l'histoire moderne des guerres. Nous expliquerons pourquoi dans un instant. Mais d'abord, un rappel. Vous regardez The Military Show. Il y a encore beaucoup plus de contenu comme celui-ci, alors n'oubliez pas de vous abonner si vous trouvez nos analyses utiles sur notre chaîne. Le CS6 a établi des comparaisons entre l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les résultats d'autres campagnes militaires modernes. Les résultats n'étaient pas ce que Vladimir Poutine voulait entendre. Les pertes russes en Ukraine sont déjà 4 fois supérieures à celles subies par l'armée américaine dans toutes ces guerres depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela inclut les conflits brutaux en Corée et au Vietnam, qui ont tous deux coûté très cher aux États-Unis, et, dans le cas du second, n'ont pas permis d'atteindre les objectifs américains. La Russie en Ukraine s'en sort 4 fois plus mal que durant plus de 80 ans de combats américains. Ce qui va vraiment piquer Poutine, c'est que l'homme qui est tellement désespéré de ramener la Russie à ce qu'il considère comme les années de gloire de l'Union soviétique serait ridiculisé pour ses échecs complets et absolus par les mêmes dirigeants qu'il souhaite imiter. Les pertes russes en Ukraine sont 9 fois supérieures à celles soviétiques et russes réunies depuis la Seconde Guerre mondiale. Je le répète, 9 fois plus élevées. Si Vladimir Poutine veut que son héritage soit de ramener la Russie à l'ère soviétique ou à une période dite glorieuse, il échoue. La situation de la Russie ne va pas s'améliorer. United 24 média rapporte que la Russie perd entre 30 000 et 34 000 soldats par mois en 2026. En ajoutant les chiffres de juin, le taux de perte frôle dangereusement les 40 000 pour la Russie. Ces pertes ne sont pas comblées par de nouveaux soldats sous contrat. La Russie recrute des volontaires à un rythme de 27 000 par mois, ce qui signifie que l'Ukraine réduit l'avantage en effectif de la Russie chaque mois qui passe. Dans certaines zones de la ligne de front, la Russie perd désormais 8 soldats pour chaque soldat ukrainien perdu, ajoute le CSIS. Le rythme de progression dans les zones clés du front reste très lent. À Konstantinivka, dont vous vous souvenez peut-être, la Russie avance à un rythme de 50 mètres par jour, pas des kilomètres, des mètres. La plupart pourraient franchir cette distance en 10 secondes ou moins. À Pokrovsk,
La Russie avance à un rythme de 70 mètres par jour et sa meilleure performance se trouve dans le secteur de Sloviansk, avec un rythme de 90 mètres par jour. De tels chiffres n'avaient pas été vus depuis la bataille de la Somme durant la Première Guerre mondiale. Et ce n'est pas quelque chose dont Poutine devrait être fier. L'Ukraine profite enfin de l'avantage de ses drones. Le CSIS affirme que l'utilisation par l'Ukraine de systèmes autonomes et d'IA joue un rôle majeur dans les échecs russes actuels sur le champ de bataille. C'est une raison particulièrement importante pour laquelle on évoque ce ratio de perte de 8 pour 1. Poutine pousse ses soldats en avant, tandis que l'Ukraine, maîtrisant drones à intelligence artificielle et armes autonomes, garde ses soldats loin du front, tout en infligeant de lourdes pertes. La Russie réagit avec sa propre avancée en intelligence artificielle. Selon la Pravda du 3 juillet, la Russie déploie massivement des drones à intelligence artificielle à Zaporizhia, ce qui inquiète, même si l'Ukraine avait déjà stocké de tels drones pour frapper la Russie il y a plusieurs mois. Mais pour la Russie, c'est trop peu, trop tard. L'avantage des drones ukrainiens continue d'augmenter. Sur le front, l'Ukraine garde un avantage numérique de 1,5 contre 1 pour les drones FPV. L'Ukraine peut égaler la Russie en drones et dépasse souvent leur nombre grâce à ses attaques à longue portée. La Russie peine avec l'IA et les drones, tandis que l'Ukraine développe des drones pouvant être lancés de pratiquement n'importe où. Nous le voyons avec le Sibi, un drone maritime qui était autrefois, et est toujours, utilisé pour des attaques kamikazes contre les navires russes, et qui a également été transformé en plateforme de lancement pour des drones FPV, pouvant être utilisés pour frapper des cibles en mer Noire et en Crimée. Le coût pour la Russie est tout simplement insoutenable. Nous le voyons déjà dans les chiffres du recrutement. Alors qu'en moyenne 27 000 volontaires s'inscrivaient chaque mois, la Russie accuse un déficit de plus de 12 000 après son mois de juin désastreux. Nous le voyons aussi financièrement. La stratégie russe d'épuiser l'Ukraine a échoué, les drones causant désormais jusqu'à 90% des pertes sur le champ de bataille. D'après The Independent, la Russie va dépasser son budget annuel prévu d'au moins 28 milliards de dollars à cause de l'explosion des coûts de la guerre et de ses pertes massives. Les dépenses de guerre de la Russie ont atteint un nouveau record au premier trimestre 2026 puisqu'elle a dépensé 83,2 milliards de dollars pour l'invasion, soit environ la moitié du budget total de la Russie. Déjà en avril 2025, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, affirmait que la Russie avait dépensé 1000 milliards de dollars pour la guerre. En ajoutant un an de dépenses, la Russie approche probablement 1,5 billion de dollars dépensés. Selon ces chiffres trimestriels, la Russie est en train de perdre lourdement. Bien que les forces de Poutine aient réussi à inverser la tendance pour réaliser de légers gains en juin, ces gains arrivent plus lentement que jamais et à un coût bien trop élevé. Cela nous ramène à la question posée au début de la vidéo. Pourquoi Poutine sacrifie-t-il autant de ses soldats pour si peu en retour ? Une explication est que ce que nous voyons en Ukraine reflète la méthode traditionnelle russe de faire la guerre, bien que déformée avec des sacrifices constants, sans apporter à Poutine les gains espérés. Les mères donneront naissance à plus de fils. C'est ainsi que Geneva Solutions décrit l'approche de la Russie envers la guerre, et c'est exact. Pendant des siècles, la Russie a mené la guerre en envoyant simplement soldat après soldat au combat, sachant que l'avantage numérique qu'elle apporte sur le champ de bataille finira par suffire à submerger l'ennemi. Presque toutes les grandes victoires russes sont teintées de centaines de milliers, voire de millions, de pertes humaines, car une culture de l'autosacrifice pour le bien commun est exploitée par des dirigeants comme Poutine. Le problème majeur de la Russie en Ukraine est qu'elle ne mène plus une guerre où l'on jette de la chair à canon dans le hachoir jusqu'à ce qu'il s'enraye. Les drones ont tout changé. Surtout maintenant que l'Ukraine dispose de drones autonomes qui lui permettent de protéger ses soldats, tout en infligeant de lourdes pertes à la Russie. Pourtant, Poutine reste inflexible. Un homme à l'esprit soviétique, décalé au XXIe siècle, croit toujours que la méthode russe traditionnelle lui apportera ce qu'il veut. C'est en partie pourquoi Poutine poursuit son invasion vouée à l'échec. Derrière ce traditionnalisme fataliste se cache une raison bien plus importante. Poutine ne peut pas se permettre de perdre en Ukraine. Il continuera donc à se battre jusqu'à ce qu'il gagne ou qu'il ne soit plus là. Pour comprendre pourquoi il semble que Poutine a perdu la raison au point de paraître prêt à sacrifier toute la Russie pour mettre la main sur l'Ukraine, nous devons examiner comment le dirigeant russe perçoit son grand ennemi. Poutine est désespéré de assurer sa postérité en semant au moins les graines d'un nouvel empire russe. Idéalement, cet empire sera réalisé de son vivant. L'Ukraine devait être le point de départ.
L'une des justifications tordues de Poutine pour ses invasions de l'Ukraine est que l'Ukraine fait partie de l'ancien empire russe, remontant à l'époque des tsars comme Pierre le Grand et Catherine la Grande. Les mots « le Grand » sonnent bien aux oreilles de Poutine, et il y a quelque chose dans son esprit dérangé qui semble lui faire croire qu'il pourrait mériter ce surnom s'il parvient à soumettre l'Ukraine. Dans son essai « Sur l'unité historique des Russes et des Ukrainiens », Poutine affirme que Russes et Ukrainiens forment un seul peuple, et non deux nations distinctes aux cultures et histoires différentes. Poutine se trompe sur beaucoup de choses concernant l'histoire, mais cela n'a aucune importance. Il croit vraiment qu'il fait ce qui est juste, à la fois pour la Russie et pour son héritage, et cela fait de Poutine un homme très dangereux. Si dangereux qu'il enverra des soldats en Ukraine jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Pour Poutine, c'est tout gagner ou tout perdre pour la Russie. Mais même derrière les soi-disant justifications historiques, Poutine réalise aussi que c'est gagner ou tout perdre pour lui-même en Ukraine. Poutine est piégé et commence à accepter l'idée que la Russie ne pourra probablement pas gagner en Ukraine, du moins de son vivant. Mais il sait aussi qu'il doit se mettre dans une position où il ne peut pas se permettre de perdre. Pendant des décennies, Poutine a fait un excellent travail pour se protéger contre un changement de régime, que ce soit en prenant le contrôle des oligarques russes, ou en restreignant la circulation de l'information à l'intérieur de la Russie, afin que la propagande du Kremlin domine tout. Mais maintenant, il est en train de perdre le contrôle. Après plus de 4 ans de guerre, Poutine n'a pas obtenu ce qu'il promettait, et l'Ukraine se renforce. Quand les moscovites font passer les drones ukrainiens, même la plus forte propagande ne peut cacher que Poutine a amené la guerre chez lui. Poutine doit désormais gagner en Ukraine pour s'en sortir. Un retrait favorise la dissidence, soulève des questions, de la colère, et offre des opportunités à ceux qui attendent dans l'ombre de renverser Poutine et de prendre le pouvoir. Poutine est désespéré, ce qui le rend dangereux pour son peuple, l'Ukraine et l'Europe. Le 3 juillet, le Télégraphe a rapporté que des experts américains ont averti la Pologne que la Russie prépare une escalade sérieuse sur son territoire. Tactiquement, cela aurait du sens si la Russie n'avait pas déjà épuisé son armée en Ukraine. L'Europe est devenue la base arrière de l'Ukraine, car elle assure le transit des armes occidentales, et grâce à ses partenariats, l'Ukraine fait désormais produire de nombreuses armes qu'elle a développées. La Pologne, voisine de l'Ukraine, est un point de transit idéal pour ces armes, ce qui pourrait expliquer l'intérêt de Poutine pour une escalade. Mais ce n'est pas un vrai coup de maître tactique. La Pologne est membre de l'OTAN. Poutine sait que toute escalade sur son territoire qui s'approcherait trop d'une attaque directe entraînera le déclenchement de l'article 5. Mais il est désespéré. L'Ukraine a prouvé que Poutine n'a pas ce qu'il faut pour devenir le grand en quoi que ce soit. Alors, son dernier coup de dé pourrait être de déclencher une guerre qui engloutira l'Europe, tout cela pour dissimuler ses propres échecs. Si Poutine va jusqu'au bout, l'effusion de sang ne fera qu'empirer. Une armée russe épuisée sera anéantie. L'Ukraine semblera être une promenade de santé en comparaison. Si Vladimir Poutine ne peut devenir le grand, il sera celui qui ruine la Russie en lançant une guerre qui lui survivra. Nous assistons en direct à la fin de l'empire de Poutine. Petit à petit, cette vision de l'empire échappe à Poutine, et c'est entièrement grâce à l'Ukraine. La quête de gloire personnelle a échoué. Sous Poutine, la Russie est plus faible que jamais sur le champ de bataille, et son influence régionale et mondiale s'est effondrée. Découvrez-en plus en regardant notre vidéo. Nous plongeons dans l'héritage que Poutine s'est réellement forgé. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à The Military Show pour d'autres reportages sur les échecs russes en Ukraine. Merci de nous avoir suivis.